On ne va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film, son titre Risque de chance, traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot crise. Sa vocation, aider à faire naître celle des autres et le cœur de son message, rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais quelle est-elle, le sais-tu? Son histoire, ça sera la mienne et les vôtres partagées en résilience et ses thématiques ouvertes et portées par chaque personnalité très différente. Alors Nicolas, d'abord évidemment un immense merci d'être là avec nous et notamment pour ce message aux jeunes. Alors, en même temps, tu sais, il n'est pas évident, euh, comment te dire, que je sois aussi inspiré que tu le souhaites. C'est bien parce qu'il y avait effectivement des personnes que j'estime et que je trouvais que la démarche était belle, mais pour être inspiré sur son propre parcours, encore faut-il avoir le recul là-dessus. Voilà. Donc, j'espère, en tout cas, voilà, tu verras bien et tu feras le tri entre ce que tu souhaites et ce que je vais te répondre, quoi, voilà. Je ne suis pas inquiet, franchement, hein, je suis pas Allez, on inquiet. y va. C'est pas un concours en plus, hein, je veux dire, Non, il y a non, pas, non, je sais il bien. y a Non, non, pas, mais c'est pas, je cherche pas un truc, c'est simplement euh, comme à part évidemment la notion du risque sur lequel j'ai compris que beaucoup de choses portaient. Je ne sais pas exactement où tu vas m'emmener, donc on verra bien. Mais c'était le but, c'était d'improviser. la première Ouais. question sera, dans ton parcours engagé de papa, d'homme d'affaires, d'homme politique, de fondateur de ta fondation pour la nature et l'homme, de journaliste, d'animateur, producteur télévision, de militant écologiste, d'écrivain, et j'en oublie souvent, sûrement, peux-tu me dire, s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie? C'est une question difficile parce que enfin, c'est la réponse qui est difficile parce que isoler un seul choix de tous les choix que la vie t'offre, qui sont par définition aléatoires, puisqu'un choix, c'est une décision, effectivement, c'est un risque, et un risque, c'est une chance. Et je pense que le plus beau risque, c'est celui de décider de transmettre la vie. C'est-à-dire, c'est une marque de confiance en l'avenir. Et c'est probablement intimement, biologiquement, génétiquement, notre raison d'être. Et donc, je pense que le plus beau risque, c'est celui de transmettre la vie, c'est-à-dire de décider d'avoir des enfants. Dans un monde où parfois la question peut se poser, est-ce que c'est un choix égoïste ou est-ce que c'est un choix généreux? Mais je considère aujourd'hui que c'est le plus beau des risques parce que c'est sur ce risque-là personnellement que j'ai développé mon engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais fait le choix de transmettre la vie et de décider que d'autres êtres que moi-même allaient naître sur Terre, il fallait que je contribue à ma mesure à faire en sorte que cette petite Terre, justement, les accueille avec bienveillance. Et donc, quand je dis que je me bats pour les générations futures comme d'autres l'ont fait avant moi, je me bats y compris pour mes propres enfants parce que je ne veux pas les précipiter dans un monde chaotique et que dès lors que c'est moi et mon épouse qui ont décidé de leur venue, il ne faut pas simplement que ça soit pour satisfaire un cadre familial. C'est aussi une responsabilité qui nous engage, mais c'est un risque qu'il faut comment dire, prendre en compte et tout faire pour que ce risque soit une chance et non pas un danger. Après, sur cette notion du risque, euh, qui effectivement dans sa première lecture et sa première écoute euh, donne plutôt une perception d'un danger qu'une chance. Mmh. Quand on vous dit mais vous prenez des risques, on voit plutôt le côté négatif plutôt que l'autre risque que j'ai pris dans ma vie et que je ne regrette pas et que certains voyaient comme un danger plus que comme une chance, c'est le jour où j'ai décidé, moi, du chemin que je voulais emprunter. Le premier livre que j'ai écrit s'appelait Chemin de traverse, parce que le jour où j'ai décidé d'emprunter des chemins de traverse, c'est-à-dire ceux qui m'inspiraient et non pas ceux qu'on me suggérait, à partir de là,
vous prenez votre destin en main, puisque à partir du moment où la société vous conditionnez, vous suggérez, vous guidez dans une trajectoire et que vous décidez d'en emprunter une autre, vous faites l'expérience de la solitude. C'est-à-dire qu'en cas d'échec, eh bien, on vous rappellera que vous n'aviez qu'à prendre le chemin pour lequel que l'on vous avait suggéré ou indiqué. Mais en réalité, la vraie liberté, c'est celle-là, c'est celle de s'affranchir de tout conditionnement. Mais c'est un risque. C'est un risque, mais c'est un risque qui, en tout cas en ce qui me concerne, a été une chance incroyable parce que depuis que j'ai emprunté ce premier chemin de traverse, il n'y a aucune journée de mon existence qui ne m'a semblé banale. Nicolas, quelle est ta contribution au monde, ta mission, ta vocation, toi? Qu'est-ce que tu fous là en 2 mots? Ma contribution au monde, elle est déjà d'essayer dans mon entourage, que ce soit familial, amical et même au-delà amical, de distribuer de la bonne humeur, du rêve, de l'amitié, de l'affection euh, au quotidien. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'au-delà des drames, des épreuves, des souffrances, des incertitudes, il y ait toujours au quotidien de la place pour le rire, pour la bonne humeur, pour l'échange, pour la connaissance. Et voilà, de ne pas se résigner à ce que la vie ne soit qu'un long chemin pénible, quelles que soient les difficultés qu'elle peut mettre sur son chemin. Ma deuxième contribution au monde, ben, elle s'est faite au fur et à mesure de ma propre émancipation, évolution, prise de conscience. C'est de contribuer à ne pas sacrifier l'avenir au présent. C'est voilà, de préserver des conditions d'existence favorables pour toutes celles et ceux qui nous succéderont. C'est ma contribution et c'est celle de nombreux hommes et femmes avant moi, avec moi et après moi. Mais c'est ce qui a donné du sens à mon existence. Qu'est-ce que tu reconnais en toi-même, par toi-même, qui te donne le goût de vivre? Moi, enfin, je constate et j'observe qu'il y a énormément de choses qui me procurent des joies indicibles. Euh, déjà, les rencontres humaines, la connaissance, la transmission de la connaissance. La nature est une pourvoyeuse infinie d'émotions et de moments qui ressemblent à des pépites de bonheur. La contemplation de la nature, sa compréhension. Et puis, voilà, donc, moi j'aime la vie par-dessus tout. Évidemment, quand on me demande est-ce que tu es heureux, je le dis, je suis heureux entre les gouttes. Parce qu'il y a des moments où la convergence d'épreuves, évidemment, ne te permet plus d'apprécier des choses simples. Mais il faut savoir aussi, justement, ouvrir ses sens, les rendre disponibles et par moments cloisonner et ne pas toujours regarder et cultiver les moments pénibles. Donc, c'est une question d'état d'esprit. On a tous plus ou moins vécu des drames. Ben, on peut s'en servir plutôt comme ressort que comme boulet. On Alors, les a en soi, ils nous construisent, ils nous éveillent justement, ils nous font apprécier ces moments de répit. Et je trouve que quand on ouvre les yeux, tous les sens du terme, chaque jour peut vous apporter son petit lot de bien-être, de satisfaction, de petites joies simples, un regard, une phrase dans la lecture d'un article ou d'un livre, la facétie d'une famille qui joue sur la plage,
petit passereau qui fait l'aller-retour pour construire son nid. Quand on sait regarder, on peut s'émerveiller au quotidien. Alors justement, Nicolas, est-ce que tu ne penses pas que face au difficile, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent? Ce qui est très clair, c'est que une solution, par définition, à un problème donné, elles doivent se chercher, se dénicher dans des sentiers inhabituels. Et c'est pour ça qu'il faut parfois prendre un risque. Euh, je n'ai cessé d'entendre, notamment dans mon engagement et dans mes expériences, et notamment mon expérience ministérielle, on ne peut pas faire autrement. À partir du moment où on ne peut pas faire autrement, il ne faut pas s'étonner que les maux et les épreuves que nous traversons se reproduisent et s'amplifient. Et donc, c'est là aussi où il faut parfois risquer le non-conformisme au risque d'avoir une bonne surprise. Et donc, oui, il faut l'utopie, comme dit Théodore Monod, ce n'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui a été irréalisé. Et si je déroulais ma vie, si je remontais dans ma vie, on aurait pu me traiter d'utopiste du début jusqu'à la fin. Voilà. Mais en réalité, c'est bien parce que j'ai suivi mes intuitions, emprunté des sentiers inhabituels, parfois revenu dans des sentiers plus conventionnels. L'idée n'est pas d'être un rebelle à tout craint. L'idée est que d'être, comment dire, intraitable avec la notion de libre arbitre. Que tous les choix que l'on fasse, ce soient des choix bien pesés, décidés par soi-même et pas décidés par d'autres ou pas toute forme d'influence. Voilà. La définition de la réussite, du succès, ce n'est pas aux autres de vous en donner les critères, c'est à soi de l'établir. La réussite, c'est d'être bien dans sa peau. C'est de faire en sorte que chaque instant, chaque jour ait un sens. Et c'est de ne pas se livrer pieds et mains à des codes sociaux que d'autres ont érigés à votre insu. J'ai quelques questions plus personnelles. Est-ce un risque de chance, tu parlais d'utopie, je ne sais pas quelle est la réalité de tout ça, est-ce un risque de chance d'être le fils d'un chercheur d'or, confiseur et créateur de jardins, le petit-fils d'un architecte qui a inspiré, selon la légende, le personnage de Jacques Tati, Monsieur Hulot, et l'arrière-petit-fils d'un autre qui perdit au jeu son dernier fusil de chasse? En fait, je n'en sais rien. J'ai un bagage génétique qui doit, comment dire, comporter une partie des qualités, des défauts, des vertus, des vices de ces hommes et des femmes qui m'ont précédé. Donc forcément que je dois à mes instincts voyageurs, par exemple, et peut-être un peu aventurier, je dois cette chance, justement, de ne pas être un routinier. Après, pour la partie peut-être moins vertueuse de ce qui peut contribuer mon patrimoine génétique, c'est là que joue ce qu'on appelle l'acquis. C'est là que chacun doit essayer en permanence de se remettre en cause et de faire sa propre critique. On a tous des défauts et des qualités, et bien entendu, et il faut se battre au quotidien pour essayer d'atténuer ces défauts et de privilégier ces qualités. Il y a l'inné, ce qui a été transmis, et puis après, il y a l'acquis. Et c'est bien pour ça aussi que chacun doit se battre pour faire mentir une forme de déterminisme. On peut naître dans un milieu social aisé, et ça peut être aussi un handicap parce que on pense que justement tout va se transmettre et que on créera toute sa sphère sociale et familiale vous accompagnera.
On peut naître dans un milieu social en difficulté et au contraire, justement, être animé de beaucoup plus d'énergie et de volonté parce qu'on se rend compte que personne ne sera là. Mais que chacun doit quand même garder qu'il faut, à un moment ou à un autre, il y a un moment déterminant dans la vie, dans la jeunesse, où il faut se prendre en charge, où il faut décider, il faut oser, il faut expérimenter, il faut essayer, il faut se planter, il faut se casser la gueule, il faut se prendre quelques baffes, mais garder à l'esprit que, comme dit une de mes copines, plus je me plante, plus je pousse. Et ça fait partie de la vie. Moi, si j'énumérais les dizaines de petits métiers, de petits boulots que j'ai fait pour me payer ma première moto quand j'avais 16 ans, pour ne parler que de ça, et avec cette moto, c'était une forme de liberté, j'ai pu voyager, j'ai pu me déplacer, j'ai pu, voilà. Et donc, que l'on soit, profitons évidemment de ce que votre famille peut vous donner, mais si votre famille ne peut rien vous transmettre ou ne rien vous donner, n'attendez pas tout des autres et ne pleurons pas toujours sur son sort. À ce sujet, Nicolas, est-ce un risque de chance de perdre son papa à 15 ans comme le mien à 2 ans? C'est ni un risque ni une chance, c'est un fait. Et c'est un fait euh, qui vous oblige, à ne pas reproduire ça. Et quelque part, justement, qui m'oblige, moi, vis-à-vis de mes enfants, à tout faire pour qu'ils ne vivent pas ce type de situation. Et moi, qui m'a probablement, très rapidement, enseigné une chose, c'est que la vie vaut tout et en même temps, elle vaut rien et qu'elle est là subrepticement et que pendant qu'elle est là, il faut tout faire pour lui donner du sens. Moi, j'ai pas attendu de passer 60 ans pour apprendre à vivre. Euh, et j'ai décidé très rapidement que dès lors justement que j'ai eu la démonstration de la fragilité de l'existence et que la vie était une étincelle, de faire de chaque journée quelque chose d'exceptionnel. Mais quelque chose d'exceptionnel, ça peut être des choses très simples. Hein. Passer une journée ou une nuit dans la forêt de Rambouillet à entendre les cerfs bramer, c'est un moment exceptionnel. Se plonger dans Chose vue de Victor Hugo, c'est un moment exceptionnel. Découvrir ses premiers amours quand on a 14 ans ou 15 ans, c'est une chose exceptionnelle. Apprendre à son enfant à quelque chose, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est ça la vie. Et donc, l'enseignement des épreuves que j'ai subies et de la mort qui a rôdé très tôt autour de moi, c'est que voilà, prenons ce que la vie vous donne quand c'est là. Et le présent, pour moi, prime sur le futur. C'est valable aussi, d'ailleurs, je te demandais si c'est un risque de chance de préserver sa maman le soir de Noël face au suicide de ton frère, comme celui de mon père. C'est difficile de répondre, mais voilà, ça s'est décidé comme ça, spontanément, sans même y réfléchir, sans même se concerter. Le choc était trop brutal pour confronter ce moment qui devait être un moment de joie familiale avec un moment absolument morbide. Et donc, mais c'est là aussi où on voit que ces événements vous révèlent. Ils révèlent, ils libèrent en vous ce que vous êtes profondément. Est-ce un risque de chance d'avoir navigué avec Éric Tabarly? Oui, oui, évidemment, parce que je lui dois beaucoup, sans qu'il le sache, forcément. Je lui dois d'abord parce qu'à 21 ans, ma passion pour Tabarly m'a fait commettre mon premier livre. Le premier livre que j'ai écrit, c'est une biographie de Tabarly qui s'appelait 45 ans de défi. Et quand je regarde avec le recul, 21 ans, j'étais encore presque un adolescent. Mais ça m'a donné confiance en moi, c'est-à-dire que le fait que Tabarly m'autorise à
faire cette biographie, que m'autorise à venir à bord de Penduxis, m'autorise à venir au Cap en Afrique du Sud, peut-être pour embarquer. Pour finir, je n'ai pas embarqué, mais tout s'est joué là. C'est-à-dire que mon chemin s'est fait là parce que je suis allé au Cap pour embarquer sur Penduxis, puis je n'ai pas pu embarquer. Et donc, du coup, je me suis retrouvé au Cap en plein apartheid. Et du coup, mon regard s'est porté sur cette situation que je connaissais à peine de ségrégation constitutionnelle. Et c'est à partir de là que mon œil s'est intéressé à l'Afrique, aux Africains, à la géopolitique, et que mon parcours de vie a véritablement démarré. Et donc voilà, en allant en Afrique du Sud pour embarquer à bord de Penduxis sur une vague promesse, non pas de Tabarly, mais d'un de ses équipiers, si j'avais réfléchi rationnellement, il fallait que je m'endette, il fallait que j'arrête mes études de médecine. Et donc les probabilités pour que ça débouche sur quelque chose de concret et de fructueux étaient quand même réduites à la simple expression. Et pour finir, c'est bien parce que j'ai pris ce risque que ça a été le démarrage d'un itinéraire, pour paraphraser le film de Belmondo, d'un enfant gâté, quoi. Est-ce un risque de chance de réfléchir en lucidité au monde d'après à l'occasion de la crise du coronavirus qui bouscule le monde d'avant? C'est une chance qu'il faut toujours se servir d'une démonstration de la réalité pour s'en éclairer. Cette crise sanitaire peut être une crise salutaire à partir du moment où on en tire des enseignements. Les enseignements, c'est notre vulnérabilité. Les enseignements, c'est la relation de cause à effet entre la destruction des écosystèmes et les conséquences sanitaires. Donc, les enseignements, c'est que quand on est face à un risque bien palpable, on est capable de prendre des mesures qui ne sont pas classiques, et donc de sortir des sentiers battus et de certains dogmes. Donc oui, une crise, par définition, c'est une leçon. Et dans une leçon, on doit apprendre. Es-tu comme magicien et que fais-tu en tant que magicien dans ce monde? Au sens propre ou au sens figuré? C'est toi qui choisis. Non, parce que je ne sais pas si cette question fait référence à ma passion pour la magie. Ah, je ne la connaissais pas. Pour répondre à ta question, elle fait référence en tant que coach. Souvent, pour aider les gens, quand ils sont bloqués face à une situation, on leur dit, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec face à cette situation? Bon. Et Alors, ça développe beaucoup les gens. Ouais. Bon, d'abord, moi, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais moi, j'ai une arme, un outil qui vaut pour moi comme pour tout le monde. Je ne peux travailler qu'avec de l'humour et de la dérision et de l'autodérision. Donc ça, où que je sois. Première baguette. Voilà. Je ne peux pas passer plus d'une demi-heure sans dire une bêtise, faire un jeu de mots, et souvent me moquer de moi-même. Et même quand j'ai exercé des fonctions soi-disant très sérieuses, même au Conseil des ministres, ça m'est arrivé de faire des blagues, quoi, voilà, de piquer les lunettes de mon voisin de droite pour qu'il soit embarrassé au moment où il devait lire ses documents. Voilà. Donc, non, non. Et ça, je sais que mon père était comme ça. Et moi, ça crée de la cohésion. Contrairement à ce qu'on croit, ça ne distrait pas. Au contraire, ça détend et ça permet de mieux se concentrer. Et c'est probablement pas un aspect que les gens connaissent de moi publiquement, mais par contre, les quelques personnes qui me connaissent bien, voilà, connaissent ce côté-là. Et dans toute situation, on peut à un moment ou à un autre déclencher du rire ou du sourire. Partages-tu la vision de Jean Vanier qu'il a titré « Chaque personne est une histoire sacrée » ? Mais ça vaut pour chaque individu, bien entendu, parce que c'est ce qui fait la beauté du monde, c'est que chaque être vivant, mais y compris pas simplement chez les humains, est une histoire exceptionnelle. Parce que c'est le fruit, nous sommes tous issus du fruit d'un processus évolutif et génétique qui s'est établi sur des centaines de millions d'années. Donc nous sommes tous exceptionnels.
Et c'est bien cette diversité qui fait la beauté du monde. Ce n'est pas l'uniformité qui fait la beauté du monde. Et donc, chaque être est exceptionnel, mais on peut être exceptionnellement mauvais, mais on peut être exceptionnellement bon, mais chaque être, je pense, porte en soi aussi une forme d'ambiguïté ou d'incertitude entre le bon et le mauvais. Et des tas de paramètres peuvent faire émerger le bon, ou des tas de paramètres peuvent faire émerger le mauvais. Et notre rôle, à nous, c'est d'essayer, autant que faire se peut, à l'échelle individuelle et collective, de faire émerger le beau côté de l'humain, d'essayer de le… Voilà. Et pour ça, il faut aussi être capable de flatter l'individu quand il s'exprime, quand il agit, voir le beau côté des choses et pas toujours pointer le mauvais côté des choses, pour donner confiance, pour que la personne trouve une forme de satisfaction et de reconnaissance. Dans un monde où j'en fais souvent parfois les frais, mais c'est une expérience, ce n'est pas une plainte que je dis, mais quand on fait quelque chose, on va tout de suite voir ce que vous ne faites pas bien, plutôt que de voir ce que vous faites bien, ou que vous essayez de faire bien, à défaut de faire bien. Voilà. Et donc, et le monde dans lequel on est, et notamment le monde un peu médiatique, ira toujours chercher chez les uns, chez les autres, la petite faille. Bon, mais il n'y a pas d'être parfait. Donc, si vous cherchez chez chacun d'entre nous, tout le monde a des failles, tout le monde a des faiblesses, tout le monde a des contradictions. Alors justement, Nicolas, ma question suivante, c'était: as-tu un défaut dont tu souffres? Oui, enfin, dont je souffre… l'impatience. C'est Qui quoi est une qualité, et un défaut. Alors justement, c'est quoi l'intention positive qui se cache derrière ce défaut de l'impatience? L'impatience, parce que justement, j'ai conscience que la vie est courte et que il faut faire les choses quand elles sont possibles et quand elles sont là. La valeur de la vie. Génial. Mais par contre, elle peut parfois être… alors, j'ai une qualité et défaut, c'est que je suis l'impatient et l'insatisfaction de moi. Je ne suis jamais content de ce que je fais. Pour les autres, c'est un peu casse-pied, parce que comme c'est du travail collectif, ils ont l'impression que je suis jamais content. Mais en même temps, l'autosatisfaction aussi, c'est une plaie. Pardon, je n'ai pas bien, on n'a pas bien entendu. L'autosatisfaction, c'est une plaie. Ouais. Ça s'appelle la suffisance. Est-ce que tu as des mentors et quel message te portent-ils? Ah oui, alors j'ai une flopée de mentors. J'ai des mentors qui appartiennent au 19e siècle, notamment Victor Hugo, dont vous pouvez peut-être voir derrière moi le tableau là. Voilà. C'est probablement l'homme de lettres qui m'a le plus aidé à construire ma pensée. Après, j'ai des mentors contemporains comme Théodore Monod, comme Jean Dors, comme Paul-Émile Victor, comme Pierre Rabhi, comme Mandela, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Tous ces gens-là ont construit mes pensées, mes réflexions, les ont structurées. Et je dois, et j'en oublie bien entendu, et ces hommes-là, même des femmes comme Christiane Taubira, etc., m'ont permis, voilà, moi qui n'avais aucune base universitaire, de construire ce qui sont mes seules armes, mes mots, mes propres mots, et de synthétiser et de rendre compréhensibles mes pensées, mes intuitions, mes convictions. Ta vie est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas? Disons que, je ne sais pas, c'est une quête d'amour. À tous les sens du terme. En conclusion, faut-il tout oser demander dans la vie, Nicolas? En conclusion,
il faut parfois taire ses illusions, mais garder ses rêves. Pourquoi as-tu accepté ma demande de témoignage? Tout simplement pour deux raisons. Un message à la jeunesse, dont je comprends que dans les temps présents, elle puisse perdre pied. Et la deuxième raison, c'est la qualité des femmes et des hommes que tu avais déjà réunis. Donc, c'est quoi le plus beau risque dans la vie en un mot, s'il te plaît? Oser. Le mien aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur, Nicolas. Bon courage pour la suite. À bientôt. Je te tiens au courant. Sympa. À bientôt. Au revoir.